et la miserie, à qui nous confions la difficile tâche de faire un peu la synthèse des ateliers qu'il a reçus par des petits post-it. Vous avez essayé de synthétiser vos réflexions et questions. Donc voilà, donc on a confié ce travail périlleux à Jean-Guilhem. Alors Jean-Guilhem, je vous présente juste en 2 mots, mais il pourra compléter cette présentation. Jean-Guilhem est médecin et biologiste. Il est biologiste et il est très engagé dans cette réflexion sur la place du chrétien à l'heure actuelle dans la société. Il a été président d'Ocatif La Libération. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui prend en charge les précaires sur la ville de Paris. Il en est maintenant le président d'honneur, n'est-ce pas? Oui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin voilà. C'est le cas. Voilà. Et je vais faire un petit coup de pub pour Jean-Guilhem parce qu'il ne va pas oser le faire. Il a écrit un merveilleux bouquin qui est un petit livre jaune. Il y a un rouge, mais il y a un jaune là. Et le jaune, c'est À quoi sert un chrétien? Et c'est édité au Cerf. Et c'était l'année dernière ou en 2014? Il est sorti fin 2014. Fin 2014. Je vous le recommande. Il y a de bonnes questions et des réponses extrêmement percutantes. Voilà. Ce matin, on nous a cité un livre, on n'a pas entendu l'auteur, L'éloge de la gentillesse dans l'entreprise. Oui, non plus, j'ai pas entendu l'auteur. Mais je pense qu'un petit Google, tu devrais pouvoir le retrouver. Voilà. Donc Jean-Guilhem, on a donc notre journée, donc c'est sur Oser l'Alliance entre professionnels et surtout en prenant en charge les patients qui nous sont confiés à la famille. Donc ce matin, il y a eu donc Véronique Desjardins, directrice d'hôpital, et Catherine Olivier qui sont intervenues. Catherine Olivier s'occupe de présenter des patients, en particulier les Alzheimer. Voilà. Et donc là, on se confie cette tâche de donner des réflexions à ce sujet-là et de voir dans quelle manière il peut un peu ramasser le fruit des cogitations des ateliers. La messe est à 15h, il va y avoir 16h, pardon, oui, dans 50 minutes. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse diviser au moins le temps en 2, voire un tiers d'intervention pour toi et 2 tiers pour des échanges entre nous. Voilà. 15h30 en gros. 15h30, c'est bien. D'accord. Ok, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Merci de cette invitation. Merci Bertrand. Effectivement, exercice difficile, parce que effectivement, pour quelques minutes, saisir effectivement ce que vous avez pu rapporter de vos échanges qui, de toute évidence, ont été riches. Et essayer d'en faire, non pas une synthèse, hein, je suis bien incapable, mais peut-être quelques réactions sur ce que vous avez rapporté sur ces post-it, et puis ce que ce thème de Oser l'Alliance m'évoque. En fait, Oser l'Alliance, moi je l'entends comme effectivement une formulation d'une certaine façon spirituelle, pas forcément religieuse, mais spirituelle. Hein, quelle alliance entre nous, professionnels de santé, et puis quelle alliance aussi entre professionnels de santé et patients, aux professionnels de santé au singulier patients et professionnels de santé au pluriel, puisque de plus en plus on parle d'équipe de soins. Cette question, me semble-t-il, est d'une brûlante actualité. Brûlante parce qu'on voit bien qu'il y a des évolutions massives, effectivement, non seulement de notre système de soins, mais donc du coup de la façon dont chacun, quelles que soient nos fonctions, je crois qu'ici il y a des problèmes de santé, à la fois du domaine sanitaire, mais aussi social, peut-être même social. Voilà, donc quelles que soient nos fonctions, on sent bien combien nos pratiques, j'allais dire cliniques, mais aussi nos modes de relation les uns avec les autres et avec les usagers ont évolué.
Bon, on ne va pas passer 1 heure sur les raisons, mais en même temps, je pense que ça peut être intéressant de les entendre, au moins simplement de mentionner. Je crois qu'il y a le choc de la qualité. Non pas qu'on ait attendu la création de la Haute Autorité de Santé pour faire de la qualité dans le monde du soin ou de la santé ou du social, mais simplement c'est devenu une politique opposable. Et ça, je crois que c'est un choc culturel dont il faut vraiment prendre la mesure, qui, on entre à peine maintenant, ça fait pourtant plus de 10 ans que c'est déjà 10-15 ans, c'est quand même inscrit, on entre à peine, je crois, dans peut-être une nouvelle phase dans l'acceptation de cette nouvelle culture. Donc, le fait que la qualité soit érigée en politique, évidemment les pressions financières qui, quoi que puissent en dire certains, est quelque chose qui est une évolution structurelle. C'est pas en fonction, parce qu'on va changer de tel ou tel type de gouvernement, que les pressions financières vont réduire, vont se limiter dans les établissements publics, mais pas seulement, y compris aussi en libéral. Durant la pression économique et financière, il faut bien accepter, qu'on le déplore ou pas, qu'on soit sur quelque chose, une tendance structurelle avec laquelle il faudra vivre. Voilà. Voilà. Autre élément, me semble-t-il, majeur qui modifie justement nos façons de travailler, de collaborer les uns avec les autres, c'est l'exigence de la société et donc des patients ou des associations de patients vis-à-vis des professionnels de santé. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, si on se situe sur le temps long, hein, qui est récent, qui est extrêmement récent. Et alors, évidemment, c'est formidable, on est à la démocratie sanitaire. Là aussi, c'est une expression qui est relativement récente, même très récente, l'expression démocratie sanitaire. C'est génial, c'est super, parce que, etc. Enfin, n'empêche que dans la vraie vie, quand on est professionnel de santé, c'est pas toujours si rose que ça, c'est pas toujours si simple, d'ailleurs, ni à comprendre, ni à respecter, ni à mettre en œuvre. Et parfois, ça nous met en difficulté, malgré tous les efforts qu'on a pu déployer justement pour être utile, pour servir un patient, sa famille, enfin ainsi de suite. Donc ça aussi c'est une tendance lourde. Ce que j'évoque c'est un peu les tendances, moi qui me paraissent effectivement lourdes aujourd'hui. Cette affaire de démocratie sanitaire qui se traduit de fait par une exigence beaucoup plus marquée, parfois très difficile à tenir, à soutenir, exigence de la société. Alors c'est les patients eux-mêmes, c'est les associations de représentants, mais c'est bien sûr aussi les médias. Et puis me semble-t-il, il y a aussi une autre évolution structurelle forte qui impacte nos modes de travail ensemble, c'est que le soin est devenu sans transcendance. Et je termine par celui-ci parce que je crois que c'est, me semble-t-il, l'élément structurel finalement le plus essentiel, et peut-être parce que le plus essentiel, celui qui est le moins formulé. On va parler des pressions économiques, on va parler du choc culturel de la qualité, on va parler des exigences de la société, mais on parlera moins du fait que finalement, en moins de 2 générations, tout ce qui faisait l'unité finalement du sens du soin, le sens de la souffrance, le sens de la maladie, la façon dont, en tant que professionnel de santé, on pouvait habiter justement nos fonctions, finalement tout ça s'appuyait sur une transcendance, qui était en l'occurrence une transcendance judéo-chrétienne. Il n'était pas besoin de partager la foi chrétienne pour être soignant jusqu'à il y a 2 générations, mais il n'en demeurait pas moins que la coloration culturelle était quand même assez monocolore, justement, et soutenait, je dirais, nos établissements, nos façons de travailler. Aujourd'hui, là aussi, qu'on le déplore ou pas, on est sur une société pluraliste, avec une laïcité évidemment beaucoup moins fluide qu'elle était il y a 40-50 ans, enfin disons 2 générations, ce qui fait qu'aujourd'hui, le soin n'est plus porté par des valeurs transcendantes qui font unité, qui font communauté. Voilà. Et c'est là, en fait, où ça rejoint, me semble-t-il, de façon particulière, effectivement, le sujet qui nous réunit aujourd'hui sur oser l'alliance. En fait, on fait l'alliance sur quoi? Et ça me paraît être une question dont la réponse n'est pas si évidente. Et je me garderai bien de donner une réponse claire, fermée, parce qu'au contraire, je crois que cette réponse, elle est en réalité à construire, justement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait alliance? Et la réponse n'est pas du tout aussi évidente qu'il y a 2 générations. Pour le coup, il y a 2 générations parce qu'on était sur, on va dire, une culture globale de la société et une culture en particulier du soin très monocolore, judéo-chrétienne, avec ses valeurs, avec ses signes, avec ses rites. Il y avait crucifix dans les champs, il y avait enfin ainsi de suite. Voilà. Et il n'y avait pas les 35 heures, etc. Bon. On était beaucoup plus naturellement porté, je crois, à comprendre, sentir, définir, peut-être même implicitement, ce qui nous faisait faire alliance les uns avec les autres. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer précédemment, cette question de qu'est-ce qui fait qu'on fait alliance, aujourd'hui, cette question n'est plus évidente. Pour traduire, en tout cas, avec mes mots à moi, ce que je mets derrière le « oser l'alliance »,
qui est le sujet du jour, pour moi, ça renvoie à toutes les problématiques de coopération, collaboration. Pas exclusivement, hein. Mais si on passe d'un registre un peu spirituel de l'Alliance à un registre très opérationnel, aujourd'hui, c'est finalement tout ce qui nous fait tourner autour de coopération, collaboration. Alors là, effectivement, on est aussi dans cette brûlante actualité. Je ne sais pas quelle connaissance vous avez, notamment de la loi de modernisation du système de santé qui a été votée donc là, il y a quelques semaines, des décrets d'application, dont certains vont sortir là très bientôt, mais finalement, il est question de quoi? Il est question des GHT, groupements hospitaliers territoires. Ça vous dit peut-être quelque chose à certains. Donc, où on institue le fait que les établissements entre eux doivent effectivement avoir un PMT, un projet médical de territoire. Donc, on est sur GHT, qui est le périmètre de collaboration entre établissements, qui vont décliner un projet médical de territoire, qui vont s'appuyer sur des équipes médicales de territoire. Donc ça, c'est rien que dans le domaine hospitalier public, en l'occurrence. Donc, la loi, maintenant, de toute façon, nous oblige effectivement à coopérer, à collaborer. On peut penser, là aussi, à la façon dont la loi nous contraint, mais vertueusement, là, en l'occurrence, hein, à décloisonner les fameux secteurs sanitaires, médico-social, social. On peut penser aussi à ce qui est en train d'être préparé dans les futurs décrets sur ce qu'on appelle l'équipe de soins. Donc ça correspond, ça concerne peut-être davantage cette fois-ci les praticiens libéraux ambulatoires que les praticiens qui exercent en milieu institutionnel. L'équipe de soins, justement, c'est l'ensemble des professionnels, pas seulement médicaux, justement, c'est ça qui est intéressant, qui, on va dire, tourne autour du patient qui, bien sûr, est au centre du dispositif de notre système de soins. Je dis ça en souriant parce que le patient au centre, ça fait partie un peu des antiennes, là, vous savez. Voilà, je ne vais pas poursuivre toutes ces illustrations du fait qu'on est aujourd'hui sur un mode, qu'on le veuille ou non, collaboratif, coopératif. Alors, il y a le pire, il y a le meilleur, ou il y a le meilleur et il y a le pire, au choix. Ça peut être quelque chose qui, comme énormément de choses sur ces 20 dernières années, tombe du haut, nous est imposé, et il faut collaborer, il faut fusionner, il faut coopérer, il faut ainsi de suite. Je pense que ça fait sûrement écho à telle ou telle expérience de votre... Et généralement, quand c'est ça, ça se passe assez douloureusement, voilà, parfois mal. Et en même temps, les évolutions justement de notre société font que, voilà, complexité des prises en charge, expertise technique, difficultés démographiques, révolution du numérique aussi. De fait, aujourd'hui, je crois que c'est un devoir de davantage coopérer, de davantage collaborer. Donc on peut le prendre, et parfois je crois, on considère qu'on n'est pas enregistré, qu'on se parle effectivement franchement entre nous, ça peut être la pire des choses si effectivement on le vit, et parfois on a légitimement raison de le vivre comme ça, comme ces coopérations qui nous tombent dessus, sur lesquelles effectivement on n'a aucune prise, et qui sont parfois faites en dépit du bon sens. En même temps, les évolutions de nos systèmes, de nos prises en charge, médicaux, socio-médicaux, font que c'est un devoir, si on veut vraiment encore mieux prendre en charge ceux qui nous sont confiés, de davantage coopérer, de collaborer. Je dis ça parce qu'on a parfois l'impression qu'on ne voit que la face obscure des coopérations et des collaborations, parce que ça nous est tellement imposé d'une façon tellement peu adaptée aux réalités qu'on n'en voit que effectivement les faces négatives. Et je crois qu'il y a des enjeux absolument majeurs en termes d'amélioration des prises en charge, des affaires de coopération, d'alliance finalement entre professionnels. Alors qu'est-ce qui peut nous aider peut-être à y voir un petit peu plus clair? Alors, mais finalement, dans ce que vous avez écrit sur les post-it, il y a déjà finalement pas mal de pistes. J'en dirai quelques mots, notamment finalement la relecture, le ressourcement, le sens des mots, prestataire de services versus professionnel de santé, voilà, de comment être utile finalement aux patients. Moi, il y a quelque chose voilà, qui peut peut-être nous aider, me semble-t-il. C'est la doctrine sociale de l'Église. Alors, on va dire, qu'est-ce que ça vient fabriquer là-dedans? Voilà. Moi-même, en me disant, je ne me le demande pas complètement, mais un peu. Je veux dire par là que ça peut nous aider. Ça peut nous aider notamment sur ces trois repères, trois piliers de la doctrine sociale de l'Église. Il y en a plus, mais je pense à trois en particulier. C'est la solidarité, le bien commun, la subsidiarité. Il me semble que ça peut peut-être nous aider quand on est effectivement dans cette on va dire, ces coopérations imposées ou dans ce désir authentique et vertueux d'alliance. Pourquoi? Parce que la solidarité à laquelle nous invite
la doctrine sociale de l'Église fait qu'on se ressente sur la personne et sur véritablement le service rendu à la personne en tant que singulier, qu'être singulier. Le bien commun, ça nous renvoie quand même au fait qu'on n'est pas professionnel de santé tout seul, dans ce fameux colloque singulier, qui évidemment est le garant du secret, de la compétence, des confidences, etc., mais en même temps qui ne doit pas être un enfermement, que ce colloque singulier, il est possible parce qu'on fait partie d'une collectivité. Et donc quand on est professionnel de santé, encore plus quand effectivement on travaille en collaboration, en coopération, en alliance, on doit aussi porter le souci du bien commun. Et puis troisième repère, me semble-t-il, qui peut nous intéresser sur ce sujet, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, telle que moi je le reformule là, dans notre contexte, c'est finalement reconnaître ce que l'autre, effectivement, peut faire et peut apporter. Subsidiarité, vous savez, c'est en gros, je délègue, je définis un périmètre de compétences, de responsabilités, qui au départ est le mien et que je confie à d'autres. Finalement, voilà, cette subsidiarité, en termes peut-être plus ordinaires, c'est qu'est-ce que je peux reconnaître à l'autre qu'il peut apporter, qu'il peut faire, soit avec moi, soit à ma place, soit je ne sais pas. Et c'est vrai pour des collègues, mais c'est vrai aussi pour des patients. Voilà. Alors, il me semble que sur la base peut-être de ce souci, effectivement, d'être centré sur la personne, en pensant quand même au bien commun, à l'intérêt général, pour le dire de façon, on va dire, non confessionnelle, bien commun, pour parler en langage de l'Église, et subsidiarité, les remarques que m'ont amené là, vos réflexions, très rapidement, voilà, il y en a trois qui me sont venues. La première, c'est effectivement, dans ces affaires de coopération, de collaboration, d'alliance entre nous, c'est vraiment de se centrer sur le patient. Alors ça peut paraître évident, n'empêche que, enfin vous, je ne sais pas, mais moi au quotidien, finalement, parfois, je suis tellement pris dans des réunions, tellement pris justement dans des affaires de pilotage, de suivi de la performance, enfin je pense que ça vous dit peut-être ce genre de choses, de tableau de bord, etc. Beaucoup de technocratie, de réunions avec des tas de gens finalement qui n'ont jamais vu, voire qui ne voient plus de patients du tout depuis longtemps, voire qui n'en ont jamais vu d'ailleurs de leur vie. Et c'est pas du tout une critique. Et je veux dire qu'on peut perdre parfois le sens de la chair du patient. Et qu'il faut vraiment se recentrer sur le patient. Et ça, on ne l'a jamais fait une bonne fois pour toutes. Alors, pardon si vous paraît une évidence, mais encore une fois, c'est peut-être parce que je suis très très pauvre là-dessus, mais en tout cas, moi, ça m'est nécessaire de revenir en permanence sur est-ce que ça sera bien utile aux patients. Pourquoi je dis ça? Parce que dans tous ces dispositifs, les GHT, les CHT, les coopérations, les fusions, les trucs, les machins, les bidules, finalement, au bout du compte, la question c'est à qui c'est utile. Et la réponse ne me paraît pas toujours évidente que ce soit aux patients. Parfois elle l'est, mais pas toujours. Et donc je crois que finalement il y a effectivement il y a un risque majeur dans ces affaires d'alliance, de coopération, etc. C'est qu'on construise, et on est très fort chez nous pour ça en France, des espèces de grosses machines techno-bureaucratiques, finalement, qui font perdre du temps à tout le monde et encore plus d'argent à encore plus de monde. Et vraiment, je crois qu'on doit avoir, tout le monde, mais en l'occurrence, les chrétiens ayant génétiquement, effectivement, le souci du service de la personne, de revenir en permanence dans les schémas de coordination qu'on construit, de collaboration, dans les projets médicaux, et ainsi de suite, hein, dans tout ce qu'on décline. Est-ce que c'est vraiment, au bout du compte, en quoi ça sera utile aux patients? Mais ça, c'est très concret, c'est quand on discute des données qu'on va transférer d'un établissement à un autre, d'une structure médico-sociale, en fait, quelles sont les données vraiment utiles? Alors, c'est pour ça que quand on regarde un petit peu concrètement, finalement, il n'y en a peut-être pas forcément 10 millions, il y en a, enfin, voilà, aller jusqu'à ce travail extrêmement concret. C'est vrai sur l'organisation, c'est vrai sur la mise en commun des ressources. Voilà. Et donc, voilà, revenir, et c'est ça ce repère de la doctrine sociale de l'Église, solidarité, revenir à ce qui sera vraiment utile aux patients, parce que la logique finalement de ce genre de système, c'est une logique un petit peu anthropique, où le système se nourrit lui-même de construction systémique qui va construire encore un autre système et ainsi de suite. Enfin, pour le coup, c'est très largement démontré dans les sciences du travail et management des organisations. Mais il me semble que comme chrétien, on ne peut pas être simplement dans se laisser aller dans l'entropie du management des organisations. Mais revenir effectivement aux personnes, et ça, comme l'a écrit quelqu'un d'entre vous, cette expression m'a touché, malgré des choix qui ne seraient pas forcément spontanément les nôtres. Il y a un principe de réalité, quoi. Voilà. Et ça veut dire aussi que finalement, dans ces constructions d'organisation, si effectivement, en tout cas moi j'ai besoin en permanence de revenir sur en quoi ça sera utile aux patients, de façon directe, indirecte,
ça veut dire aussi être prêt, je crois, à quoi à perdre peut-être un certain nombre de choses. À partir du moment où on travaille plus en collaboration, plus en alliance, on perd des choses. On perd peut-être du pouvoir. On perd peut-être du pouvoir hiérarchique. Peut-être que notre périmètre d'influence sera diminué. Peut-être qu'au lieu d'être le seul chef de service qui aurait quelque chose à dire, ben, il faudra peut-être partager la décision avec d'autres. Voilà. Peut-être que, comme travailleur social, il faudra que je prenne, en tout cas, l'avis, je sais pas quoi, que je partage peut-être des données, des informations que jusqu'à présent je conservais pour moi. Et donc, il y a très clairement aussi une façon de s'interroger sur qu'est-ce qui se joue, mais pour le coup, en moi personnellement, dans mon rapport au pouvoir. Voilà. Alors ça fait peut-être pas très plaisir, mais en même temps, on sait bien que ça impacte toujours à un moment donné quand on partage des organisations, des ressources, des investissements, de l'argent, etc. Oui, mais l'écho, on va dire la résonance intérieure de tout ça, c'est quand même effectivement mon rapport au pouvoir. Donc ça m'amène au deuxième point. Premier point, donc vraiment se recentrer, mais sans se lasser, sans se dire que c'est une bonne fois pour toutes, sur la véritable utilité de ce qu'on est en train de construire ensemble pour le patient. Donc le lien avec le deuxième point, service, pouvoir, ça m'a intéressé dans vos différents post-it sur la prestation de service. Est-ce qu'on peut être à la fois prestataire de service et professionnel de santé? Alors, moi là-dessus, parce qu'il y a peu de temps, je vais être un peu cash. Mais c'est le but, on a le temps de l'échange après, hein, si j'ai compris. Bon, voilà. Alors, prestataire de service, c'est une expression que je ne supporte pas. Voilà, pardon s'il y en a qui aiment beaucoup, mais on en discutera. Je ne supporte pas cette expression. En réalité, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un mot magnifique qui est le mot de service. Il y a un mot pour moi qui n'a pas sa place dans une logique de soins, qu'on travaille dans le public ou en libéral, dans les structures lucratives ou peu importe. C'est le mot de prestataire. Voilà, il y aurait une demi-heure pour parler de ce mot de prestataire, de ce qu'il implique, de ce qu'il porte en lui. Mais de mon point de vue, on doit résister pour ne pas être des prestataires de service, mais pour être des hommes et des femmes de service. Ce qui n'a juste à peu près rien à voir. Après, on est dans le monde dans lequel on est. Finalement, si c'est le monde choisi par notre culture globale, bon, ben, très bien. Mais c'est pas parce que c'est ce monde qui circule, ce nom-là qui circule, qu'on est obligé de s'identifier à cela. Pour moi, en aucune façon, les professionnels de santé ne sont des prestataires de services. Nous sommes des hommes et des femmes de mon point de vue de service. Après, il y a une autre chose qui est évoquée par certains d'entre vous, c'est aussi, en termes de sémantique, les mots ont du sens. Parce que, pas simplement pour le plaisir, mais parce que quand on dit un mot, il y a toujours une représentation mentale derrière. C'est là où les mots ont du sens. Il y a une représentation mentale. Donc si on se considère comme des prestataires de service, c'est pas tout à fait pareil que des hommes et des femmes de service. Le deuxième champ terminologique intéressant, c'est usager versus patient. Vous, je ne sais pas, mais usager, je ne supporte pas. Non plus, vous allez dire que je suis un peu caractériel, hein, mais pour certains aspects, c'est vrai. Usager, je ne supporte pas. Là aussi, on n'a pas le temps de développer davantage, mais même si ce mot, c'est celui qui est écrit partout et que parfois on peut nous demander d'écrire dans des rapports d'activité, dans des projets de coopération, enfin ainsi de suite, bon, s'il faut écrire actuellement, peu importe, mais me semble-t-il, là aussi, gardons bien cette représentation de mon point de vue du patient, quoi. Parce que le patient, c'est celui effectivement, on va dire très court, qui souffre, mais c'est aussi celui qui est en attente. C'est aussi celui qui est en attente. Et pas simplement en attente qu'effectivement on ne soit pas en retard, c'est-à-dire qu'il est profondément en attente de quelque chose. En attente d'un soin, en attente d'une résilience, en attente d'une résurrection, en attente d'une présence. Il est en attente de quelque chose d'infiniment profond, qui n'a à peu près juste rien à voir avec la logique de l'usager. Et ça, vous voyez, je pense que ces évolutions terminologiques, elles sont vraiment en lien avec ce que je disais, le fait que le soin soit devenu sans transcendance, et donc on est simplement sur des terminologies strictement fonctionnelles. Or, le soin est quelque chose de profondément spirituel, et c'est ce que portaient ces mots d'hommes et de femmes de service ou de patients. Donc gardez-en précieusement l'usage quand vous le pouvez, voilà, et dans tous les cas, la représentation au fond de vous. Et ça m'amène à la dernière remarque. Je peux déborder de 2 minutes, merci Bertrand. Dernière remarque, c'est que dans cette logique de procédure, dans cette logique de pression technocratique qui nous force effectivement à coopérer, collaborer, dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il me semble, et là vraiment que les chrétiens, encore une fois, n'ont pas ce monopole du tout, mais doivent vraiment en avoir un souci extrêmement vivant.
c'est d'être des hommes aussi, des femmes, dans le service qu'ils donnent, des hommes et des femmes de la gratuité. D'abord, le souci de la gratuité. Alors, je dis tout de suite, je ne parle pas de la gratuité évidemment au sens pécuniaire du terme, vous l'aurez bien compris, je parle d'espèce de faculté intérieure dont nous avons tous l'empreinte au fond de notre cœur et dont nous avons la responsabilité, de développer. Comme on développe la mémoire, il s'agit vraiment de développer notre capacité de gratuité. La gratuité, ça ne veut pas dire que si j'en fais plus, je suis en train de me faire avoir. Ça, c'est la logique dans laquelle, justement, notre société, la façon dont les 35 heures ont été posées, dans lesquelles nous sommes aujourd'hui contraints, finalement, tous, collectivement. Je dis nous, c'est pas, voilà, collectivement. Il me semble qu'on doit être vraiment des hommes et des femmes qui ont le souci de la gratuité. La gratuité, telle que je l'entends intérieurement, c'est pas forcément faire plus, c'est pas forcément faire autre chose, c'est faire la même chose différemment. Et en l'occurrence, laisser traverser finalement les gestes que nous posons, les paroles que nous disons, la présence que nous essayons d'avoir par justement cette étincelle de gratuité qui change tout. Cette gratuité, c'est quoi? C'est, j'allais dire, c'est ce qui pourrait ne pas être. Ce qui pourrait ne pas être, c'est-à-dire quelque chose que l'on fait en plus de ce que l'on fait par besoin, par devoir ou par nécessité. C'est ça pour moi la gratuité. Je fais des choses par besoin, par devoir, par nécessité, et non seulement c'est légitime, mais c'est nécessaire et c'est heureux. Mais la gratuité, finalement, elle nous invite à quoi? À faire peut-être un petit peu plus que simplement ce que je fais par besoin, par devoir ou par nécessité. C'est ce qui pourrait ne pas être, c'est-à-dire qu'on peut très bien, effectivement, quand on reçoit un patient, on pourrait très bien se contenter de faire ce qui est écrit dans la procédure. On peut aussi, non pas en faire infiniment plus pour exploser les délais, les budgets, les machins, mais on sent bien qu'on peut faire un peu autrement et se dire que si je fais au-delà de la procédure, non seulement je ne vais pas mourir, mais je pense même que j'aurai transmis un petit peu plus de vie et d'humanité, effectivement, à celui qui m'est confié. Et c'est pour dire que, justement, la gratuité, de mon point de vue, ne s'oppose pas du tout à la compétence, comme on veut bien dire. Et comme parfois on l'entend. La compétence, elle est là pour changer une situation. Quelqu'un est dans la rue, il faut un logement. Quelqu'un a une tumeur, il faut faire une exérèse, chirurgicale pour retirer la tumeur, par exemple. Ça, on est dans changer une situation. Et les compétences sont là pour ça. La gratuité, elle s'adresse au cœur d'une personne. Et il y a besoin des deux. Parce que la personne, c'est avec son cœur qu'elle va être capable de traverser cette situation. Donc quand il y en a qui disent, avec beaucoup de pédantisme, que finalement la compétence, voilà, ça c'est l'affaire des pros, puis bon, finalement le bénévolat gratuité, c'est pour le bénévolat, c'est pour... Pas du tout. Si on veut véritablement prendre en charge une personne dans l'intégralité de son être, il y a autant besoin de prendre soin, d'être attentif à la dimension de compétence, qui va faire évoluer une situation, qu'à la dimension de gratuité, qui elle va toucher un cœur. Et que pour ça, et j'en terminerai là, il y avait un des post-it qui l'évoquait, ça veut dire que si on veut vraiment être des messagers de gratuité, je sais pas quoi, si on veut être traversé nous-mêmes par une gratuité et la transmettre à ceux qui en ont le plus besoin, parce qu'ils traversent des moments difficiles, des épreuves, il s'agit vraiment de prendre soin de notre intériorité. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment une urgence pour nous aujourd'hui, professionnels de santé, quelles que soient nos responsabilités, c'est de prendre soin de notre intériorité. Si on veut tenir, si on veut durer dans le temps, si on veut arriver à traverser les injonctions paradoxales permanentes, évidemment, de nos structures nationales qui nous veulent du bien, on a besoin véritablement de se ressourcer et donc de prendre soin de notre intériorité. Et j'arrête là pour laisser du place à l'échange. Merci beaucoup.